Sine, Yetsa Mendi, Shanga Mewambepo, Lenya Tenja, Nana Toki Kunton, Mewamba Talame, Lenya Tenja. Je prends la parole pour introduire Miel Québec. Il était important que je l'introduise parce qu'elle va parler tantôt, elle va faire sa présentation. On s'est rencontrés dans des circonstances assez particulières. Le Maroc était invité, j'y étais avec le bureau, et particulièrement le président et son équipe. Et elle a fait une présentation là-bas. On s'est dit qu'on va l'inviter sur place pour qu'elle essaye de, je ne dirais pas sensibiliser, mais d'édifier. Ce qui se passe aussi par la suite lors de sa présentation tantôt, c'est qu'elle va, avec vos permissions, bien évidemment, elle a apporté des fiches. Elle aura besoin que le sondage soit rempli. C'est facultatif, mais c'est super important pour elle par rapport au bailleur de fonds. Une fois de plus, je tiens d'abord à vous remercier de m'accueillir à votre assemblée générale. Je sais que vous avez beaucoup de points à discuter, mais je vais vous voler un peu de votre précieux temps pour partager la précieuse information avec vous. Alors, je me nomme Jenna Dorimène Yolande et je suis intervenante communautaire à Miels Québec. Comme il vous a si bien dit, il va vous partager les fiches. Les fiches, c'est juste des questionnaires simples à remplir qui concernent juste votre... je sais pas, votre niveau, en fait, vos connaissances sur le VIH avant mon atelier. Donc la première page, c'est recto verso. Le recto, ça serait juste à remplir quelles sont vos connaissances sur le VIH avant mon atelier et les données démographiques. Et le verso, ça serait juste à remplir après mon atelier. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez appris après mon atelier. Donc c'est juste des cases qu'il va falloir cocher. C'est pour nos bailleurs de fonds, pour les femmes des statistiques. Donc, on ne produit pas du miel là-bas parce que les gens se disent souvent que, hey, est-ce que vous faites du miel? Non. C'est juste un acronyme qui veut dire Mouvement d'information et d'entraide dans la lutte contre le VIH à Québec. Pourquoi est-ce qu'on dit à Québec? C'est parce que nous recevons des services dans l'entièreté de la capitale nationale. Donc, Miels Québec fait précisément dans le soutien aux personnes vivant avec le VIH et dans la prévention au VIH. Moi, je travaille plus dans la prévention du VIH et des IPSS. Donc, en prévention, nous offrons des services tels que l'éducation, la sensibilisation, notamment à travers des ateliers comme cet atelier que je vous offre. Nous offrons aussi ça dans les universités, au SWAT, dans les associations comme AROP. En fait, on intervient vraiment partout pour la sensibilisation. Nous avons également le projet alimentaire, qui est un projet qui consiste comme ça à distribuer des denrées alimentaires chaque semaine aux personnes vivant avec le VIH et aussi les offrir des cartes cadeaux une fois par mois pour aller dans les supermarchés. Alors nous avons aussi le projet Porte-Clés qui consiste comme ça à loger les personnes vivant avec le VIH qui sont vraiment dans des situations un peu précaires. Alors ça, c'est ça pour la présentation de notre organisme. Nous sommes fondés depuis 1986, je tiens à préciser. L'année prochaine, ça va faire 40 ans que nous existons au Québec. Et nous sommes l'une des seuls organismes qui font dans ces services-là. Alors, on va passer, je vais juste vous envoyer cette question-là. Quels sont les groupes les plus touchés par le VIH selon vous? Groupe social, peu importe. Selon vous, vous pensez que qui sont les plus touchés selon les statistiques? Après les dépistages dans le monde entier, quels groupes sont les plus touchés? Oui. Super, merci. Ok, on va voir ça rapidement. Donc, c'est ça. Donc, parfois, des personnes se sentent stigmatisées. Que pourquoi on nous étiquette de population clé? C'est juste parce que, à cause des conditions socio-démographiques ou alors des conditions, je ne sais pas, la pauvreté, beaucoup de choses en fait qui peuvent encourager les pratiques sexuelles aussi, qui font en sorte que certaines personnes se retrouvent dans cette catégorie de population clé. C'est pour les populations clés. Ce sont ces populations-là qui sont les plus touchées par le VIH dans le monde. Oui. J'aimerais
fait une différenciation. Et SIDA. Syndrome pour décourager les amoureux. Syndrome d'immunodéficience. Syndrome d'immunodéficience acquise. Ok, merci. C'est bien ça. VIH. Et il s'attaque plus précisément aux cellules CD4, les cellules de défense immunitaire de notre corps. Et SIDA, syndrome d'immunodéficience acquis, c'est pour dire que le VIH, c'est juste une phase du VIH où le virus a déjà affaibli le corps, si bien qu'il ne peut plus se défendre. Voilà pourquoi on parle d'immunodéficience acquise. Alors, c'est ça pour les deux acronymes. Et maintenant, on va passer aux 4 phases du VIH. Les 4 phases du VIH, en fait, le VIH, c'est un virus qui évolue en 4 phases. La première phase, on a la primo-infection. La deuxième phase, on a la phase asymptomatique. Et la troisième phase, on a la phase symptomatique. Et en dernier, on a la phase SIDA. Donc, on comprend bien que le SIDA, c'est juste une phase du VIH. Ce n'est pas en fait le VIH en soi, c'est une des phases, la 4e phase. Alors, la primo-infection ici, je veux que vous reteniez sur le tableau qui s'affiche que on a 2 lignes, la ligne bleue et la ligne rouge. Le premier tableau ici, c'est le VIH dans le corps de quelqu'un qui n'est pas sous médication. Le corps de la personne qui contacte le VIH et qui n'est pas sous médication. Et le deuxième tableau, c'est vraiment le tableau pour représenter quelqu'un qui est sous médication. Je voudrais bien qu'on fasse cette distinction d'abord. Pour commencer, l'infection, c'est la première étape. Donc, c'est-à-dire quand le virus entre dans le corps, soit par les rapports sexuels, soit par une piqûre accidentelle, peu importe, il entre dans votre corps et on va assister à ce qu'on va appeler ici la séroconversion. La séroconversion, c'est une étape où, une étape où le corps se transforme de séronégatif à séropositif. Voilà pourquoi pendant cette période-ci, on va parler de période fenêtre, une période qui doit varier de 6 à 12 semaines avant de faire un test de dépistage. Parce que si vous n'attendez pas 6 à 12 semaines, vous allez aller faire un test de dépistage et vous aurez ce qu'on va appeler un faux négatif. Pourquoi? Parce que votre corps n'a pas encore eu le temps de former les anticorps VIH. Donc c'est une période vraiment qui peut passer vraiment inaperçue. Comme ça, vous pouvez avoir quelques mois de petite fièvre et puis tout est beau, tout commence à être bien. Et c'est ça la primo-infection. Vous devez juste attendre un temps pour pouvoir aller faire un test de dépistage. Alors, passé la primo-infection, si vous ne faites rien, ce qui se passe, c'est que vous tombez dans la phase asymptomatique. La phase asymptomatique, c'est une phase où tout est beau. Pourquoi tout est beau? Parce que le corps essaie de se défendre, le système immunitaire tente de se défendre et pendant ce moment-là, la charge virale est plus ou moins stable et vos CD4 sont aussi stables parce que le système immunitaire a détecté la présence d'un virus dans votre organisme et il essaie de se défendre. Ensuite, cette période-ci, il faut noter que même si tout est beau, tout va bien tout d'un coup, vous continuez de transmettre le virus si vous n'avez pas pris des médicaments et tout. Vous continuez la diarrhée, perte de poids, la fatigue chronique. Voilà les symptômes qu'on va commencer à avoir en phase 3. La phase 3, généralement, c'est là que beaucoup de personnes vont se dépister parce que là, ils sont vraiment touchés, ils sont malades, ils sont très malades et puis ils se dirigent vers l'hôpital pour se demander mais qu'est-ce qui ne va pas et puis là, en ce moment, généralement, on fait un test et puis on se rend compte que c'est le VIH. Donc, et cette période la phase symptomatique peut aussi durer de quelques mois à 1 an. Ça peut durer de quelques mois à 1 an. Et si rien n'est fait, on tombe maintenant dans la phase SIDA. La phase SIDA, ici, on va dire que c'est la 4e phase ou la phase la plus avancée de la maladie. On ne va plus dire que la phase terminale, on ne va plus dire que la phase où c'est la mort, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Parce que grâce aux antirétroviraux, le médicament pris par les personnes vivant avec le VIH, on peut atteindre la phase SIDA et revenir à une phase asymptomatique. Donc, c'est ça pour les 4 phases du VIH. Et la phase SIDA pendant la phase SIDA, on va assister ici là, à l'arrivée des maladies opportunistes qui vont venir comme ça là, affaiblir la personne de plus en plus parce que
là, il ne quittera plus jamais de cette phase-là. Il reste, le taux de CD4 remonte et la charge virale baisse. Vous avez des questions à ce niveau? Oui. Ça veut dire quelqu'un qui prend des médicaments, il n'est pas conseillé. Oui, on va arriver à ce point. Vous me faites avancer dans mon... Ça, c'est une très belle question. On va répondre à ça dans les détails tout de suite. S'il vous plaît. Liquide biologique. De transmission du VIH. Les deux conditions, c'est qu'il faut qu'il y ait une présence de liquide biologique porteur du VIH, bien évidemment, et qu'il y ait une porte d'entrée. S'il y a une condition sans l'autre, il n'y a pas de transmission du VIH. Donc, comme liquide biologique, nous avons le sang, le sperme, y compris le liquide prééjaculatoire. Oui, ça c'est pour les liquides biologiques. Et pour les portes d'entrée, on a les plaies, qui sont les blessures, le matériel de consommation, le matériel de tatouage, et nous avons un groupe ici qu'on va appeler les muqueuses. Les muqueuses ici, là, c'est vraiment des parois perméables du corps humain. Parce que nous savons tous, notre corps est imperméable, notre peau en fait, elle est imperméable. Si vous vous placez sur la pluie quand il pleut, la pluie vous mouille, mais elle n'entre pas dans votre peau. Elle n'entre pas à l'intérieur parce que c'est imperméable. Mais maintenant, dans ce même corps-là, nous avons des parois, des parties du corps qui sont perméables. Et ces parties-là se trouvent où? Au niveau du gland, du prépuce, de l'urètre, des muqueuses vaginales et des muqueuses anales. Ce sont des fines parties de peau comme ça, à travers lesquelles le liquide peut facilement entrer. C'est ça qui crée donc les portes d'entrée. Pas rapport sexuel, mais pas contagion. Parce que peut-être, on dit que les muqueuses, il faut que ce soit un peu légèrement blessé. Bien sûr, c'est ce que j'allais expliquer ça plus tard, mais comme vous avez posé la question, c'est super, on va résoudre ça maintenant. Parce que, voilà, pour limiter les frictions le plus possible lors des rapports sexuels. Parce que, comme on parle de transmission du VIH, c'est pas, en même temps, c'est pas parce qu'il y a un liquide biologique et une porte d'entrée qui aura automatiquement transmission. Il faut que ce soit clair. Rapport sexuel avec quelqu'un porteur de VIH ne veut pas automatiquement dire qu'il y aura transmission. C'est un peu comme, on va dire, le TSC, mais on n'aimerait pas jouer à cela avec notre santé. Parce qu'une personne peut avoir le VIH, il a les rapports sexuels, lui ne contacte pas ça. Et puis une autre personne, voilà pourquoi on va trouver des couples qui vont dire, je suis allé me dépister avec mon conjoint et lui il avait le VIH, pas moi. Parce que rapport sexuel ne veut pas dire automatiquement transmission. Parce que s'il n'y a pas friction, il n'y a pas une porte d'entrée aussi, il n'y aurait pas de transmission, il n'y a pas de liquide biologique et porte d'entrée. Donc c'est quelque chose qui fonctionne comme ça. Voilà pourquoi on va dire, parfois prendre des petites précautions, ça aide aussi. Mais on ne va pas vouloir jouer au TSC avec notre santé, on va faire ce qu'on va, on va préférer se protéger pour être à l'abri ou bien utiliser d'autres moyens. Oui. Donc, des gens qui s'embrassent l'amoureusement. Le VIH, merci, le VIH ne se transmet pas par la salive. Ça, je vais déjà résoudre cette énigme. Ça ne se transmet pas par la salive. Sauf si la personne qui embrasse a tellement de sang dans la bouche, c'est-à-dire, vraiment, on va essayer de se faire une image qui n'est même pas réelle. Je ne vois pas qui va vouloir embrasser quelqu'un qui a beaucoup de sang qui coule dans sa bouche et lui aussi il a une blessure dans sa bouche. C'est-à-dire, parce qu'il faut que celui-là soit blessé. Toi, tu as une blessure fraîche aussi dans ta bouche. Vous vous embrassez langoureusement. C'est vraiment pas réel. Donc, le VIH ne se transmet pas par la salive. Oui. Parce que oui. Au sein de l'année, nous avons eu cette formation-là et il nous a été recommandé de ne pas prendre ce risque. Parce qu'il y a justement des situations qui font en sorte ça peut être un risque en fait que vous soyez, que vous puissiez continuer votre fonction. Mais on sait tous que ici en Amérique, nous allons chez le dentiste au moins une fois par année. Oui, nous faisons, nous effectuons des. Salive. Mais par contre, nous savons que nous sommes en Amérique et qu'au moins une fois par année, nous allons chez le dentiste. On a des nettoyages, on a des éléments qui se font. Donc on a toujours des petites blessures. Et nous également, dans notre culture, nous mangeons du poisson et autres. Donc les blessures ne sont pas toujours des blessures apparentes. Il vaudrait mieux, comme elle a dit, ne pas jouer au TSC.
Si ce n'est pas un partenaire que vous connaissez, ne prenez pas le risque de dire on s'embrasse et la salive ne transmet pas. Mais par contre, si la personne a une petite blessure, aussi petite qu'elle soit, et qu'il y a une transmission sanguine, vous êtes toujours à risque. C'est ce que je voulais préciser. Ok. Mais le VIH ne se transmet pas par la salive. C'est pas très réponse. Il faut vraiment... ça ne se transmet pas par la salive. Oui. Oui, j'ai une question, une question nuancée. Le VIH ne se transmet pas par la salive, mais ce n'est pas. Mais est-ce qu'on peut préciser au moins que ça ne se transmet pas par la bouche? Parce qu'on a parlé de différentes muqueuses, on va parler de la muqueuse buccale, parce que certaines personnes font des fellations, il peut arriver l'éjaculation. C'est ça en fait. Il y a une porte dans... Les gens vont dire si il me fait une fellation et elle a une blessure dans la bouche. Pour qu'il y ait transmission, il faut vraiment qu'il y ait un liquide biologique et une porte d'entrée. Et même si vous avez une blessure dans la bouche, elle n'est pas saignante, elle n'est pas... En fait, je ne pense pas que tu vas accepter qu'une personne qui a beaucoup de sang dans sa bouche te fasse une fellation. Je pense pas. Non, je parle d'un sens où la personne éjacule dans la bouche de la personne. Non, et elle éjacule dans ta bouche, est-ce que tu avales ça en fait? Bref, ça ce sont des scénarios. S'il vous plaît, on va prendre les questions, certaines questions, on va ranger à la fin. On va avancer, on n'a pas assez de temps, s'il vous plaît. On va prendre plus de questions. À la fin, je pourrais avoir un moment avec certaines personnes pour pouvoir continuer là-dessus, s'il vous plaît. Okay. Alors, après avoir vu c'est quoi le VIH et quels sont les trois... Est-ce que... On ne lance pas justement. Merci beaucoup pour cette réaction-là. Je sais que d'où on vient, beaucoup de cultures, nous sommes très croyants, nous sommes attachés à nos valeurs culturelles et tout ça. Dans nos cultures, on se dit même que le VIH se lance au village et tout et tout. Le VIH ne se lance pas. C'est transmissible. Ça peut être transmis par voie sexuelle ou alors par piqûre accidentelle ou alors tu peux faire un tatouage ou alors tu peux te coiffer un matériel non stérilisé. Il y a tellement de moyens de transmission du VIH. Oui, ma belle. Justement, j'ai parlé au début de la présentation, on a l'accompagnement psychosocial, on a des intervenants qui sont là pour vraiment aller, pour écouter ce par rapport à la présentation tu remplis. On a aussi un accompagnement de proximité, c'est-à-dire on parle vers ceux qui sont à la maison, qui ne veulent même pas, parce que ça cause souvent l'isolement, certaines personnes s'isolent, ne veulent pas parler, on va vers eux chez eux, on va vraiment les recommander avant de apporter l'accès, on va avancer. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut tousser, ne transmet pas le VIH, on peut manger avec quelqu'un qui vit avec le VIH sans avoir le VIH, on peut s'embrasser, on peut vivre ensemble et tout. Voilà, on va passer au traitement de prévention du VIH. C'est quoi le traitement pour le VIH? Le traitement pour le VIH, première des choses, c'est les antirétroviraux. Déjà qu'aujourd'hui, les pilules sont vraiment très bien tolérées, les pilules sont très efficaces. Les personnes qui avaient le VIH prennent une pilule par jour. Avant, c'était tout un tas de pilules. Maintenant, c'est vraiment, ça a évolué, c'est une pilule par jour. Et ceux qui sont sur antirétroviraux injectables prennent des injections 2 fois par mois. Et ils sont en train de travailler sur des injections qui vont se prendre à chaque 6 mois et à chaque 1 an aussi. Ceci va venir comme ça alléger le poids des personnes qui avaient le VIH qui étaient déjà un peu fatiguées des médicaments. Voilà. Grâce à I égale I, les femmes peuvent allaiter sans risque de transmission à leur enfant. Donc, I égale I est vraiment venu changer la donne des choses. C'est venu vraiment alléger. Grâce à I égale I, les personnes vivant avec le VIH ont la même espérance de vie que les personnes séronégatives. Mais à condition ils suivent leur traitement et ils restent sur ce traitement à vie. Où est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce que c'est, j'ai déjà dit ce que c'est, où est-ce qu'on peut trouver le traitement antirétroviral? C'est prescrit par les médecins. Et à Mies Québec, on peut vous orienter vers les médecins pour vite avoir accès à vos médications. C'est plus facile parce que nous sommes un organisme communautaire de vite naviguer dans le réseau de santé.
Et aussi, pour avoir les antirétroviraux, vous avez besoin d'une couverture médicale. Ça peut être une RAMQ, ça peut être peu importe, PFSI, assurance collective individuelle. Il faut une assurance parce que c'est payant et ça coûte très cher. Parce que on a là oui, merci pour ta question, j'ai compris. On court sur le temps, j'ai déjà compris ta question, je réponds rapidement. Alors, lorsque une maman accouche un enfant, peut-être juste par précaution, c'est-à-dire on met d'abord l'enfant sur antirétroviraux. Je ne sais pas la PrEP. On met l'enfant sur antirétroviraux juste pendant quelques semaines ou quelques mois, juste pour se rassurer des choses. Après, on ne met plus. Et si la mère généralement décide d'allaiter, quand la mère I égale I, comme je vous ai dit, indétectable, intransmissible, en anglais U equals to U, undetectable, untransmissible, c'est-à-dire quand la mère U equals to U, le risque de transmission par l'allaitement c'est très faible. Mais dans les pays développés comme le Canada, ils restent prudents, ils ne veulent pas prendre de risques, même pour le petit pourcentage qui reste. Ça fait que quand tu décides d'allaiter, on met ton enfant sur antirétroviraux pendant ta période d'allaitement. Merci. Et là, maintenant, on a parlé de la PrEP. Je pense que la PrEP aussi, à Niès, Québec, c'est un médicament qui se donne sur prescription médicale parce qu'il faut vérifier la fonction rénale et beaucoup d'autres choses avant de prescrire ça à quelqu'un. Donc, à Niès, Québec également, on donne un corridor d'accès gratuit vers un professionnel de la santé pour prescrire ce médicament. Et il faut aussi une assurance privée, collective ou RAMQ, PFSI, peu importe, parce que c'est payant, ce médicament. Alors, après, nous avons la PEP, oui. La PrEP, par exemple, c'est qu'est-ce qui peut justifier qu'on prenne? C'est quoi? Il y a les travailleurs du sexe, les gens dans le... Voilà, il y a des personnes qui sont plus exposées au VIH, les travailleurs du sexe, aussi les personnes, et les hommes ayant des relations sexuelles, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, des personnes qui font des pénétrations anales. C'est pas juste même les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, mais il y a des personnes même qui sont les couples hétéros qui font des pénétrations anales. Il faudrait que je vous dise que c'est très important de savoir qu'il y a plus de risques à transmettre le VIH lors des pénétrations anales que lors des pénétrations vaginales. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de contacter le VIH est plus élevée chez celui qui reçoit le pénis dans son anus ou le pénis dans son vagin que celui qui reçoit que celui qui insère. Donc, quand j'ai un tableau de possibilités de transmission, c'est que mon temps donné est court. Il fallait que je rapporte vraiment l'essentiel ici. Il fallait que je donne l'essentiel. Mais celui qui reçoit la pénétration est plus à risque de contacter que celui qui le donne. Voilà pourquoi les personnes gays sont dans les populations clés, parce qu'il y a plus de risques à contacter le VIH chez ceux qui ont des rapports anals. La PPE. La PPE, c'est un médicament d'urgence qui doit se prendre dans les 72 heures. Passer les 72 heures, il est inefficace. C'est-à-dire qu'il faut aller au Canada, ça se donne uniquement dans les urgences et certaines pharmacies. Vraiment, on recommande toujours de partir rapidement aux urgences après un rapport à risque. Si vous avez des rapports sexuels avec quelqu'un et puis cette personne-là vous dit que j'ai le VIH, ou alors quelqu'un dont vous connaissez son statut sérologique, ou alors une piqûre accidentelle, peu importe, vous partez vous tatouer, vous ne savez pas si le monsieur a stérilisé le matériel. Courez tout de suite aux urgences dans les 72 heures et vous demandez la prophylaxie post-exposition. On appelle ça la PPE. Connaissant comment les urgences au Canada peuvent être, le temps d'attente peut être très long, il est très important de préciser l'urgence du médicament parce que c'est comme la pilule du lendemain. Le plus tôt tu prends, le plus il agit. Le plus tard tu prends, le moins. Et en fait, après les 72 heures inefficaces, vous allez juste avoir à attendre la période de fenêtre qui est de 12 semaines pour pouvoir faire une test de dépistage. Donc ça c'est aussi... Oui, ça c'est vraiment quelque chose de très important aussi à noter. Et en allant aux urgences, il faut prendre son assurance parce que c'est payant. Soit la RAMQ, PFSI et peu importe. Et quand vous arrivez aux urgences, précisez, parce qu'il y a les professionnels de la santé, eux-mêmes qui ne connaissent même pas ce médicament. Donc, quand vous parlez aux infirmières, elles vous demandent d'attendre, insistez de voir un médecin parce que c'est urgent. C'est vraiment urgent. Il faut prendre le plus tôt possible. Et avec symptômes, et là-bas c'est également payant, donc vous avez besoin d'une carte d'assurance maladie. Donc c'est ça pour où trouver le dépistage. Quelles sont donc les stratégies de prévention que vous connaissez?
a déjà dit, lui. J'accélère. Ok. Bon, on va accélérer, s'il vous plaît. Alors, pour les stratégies de prévention, on va avoir un tableau, on va parler des stratégies très efficaces, les stratégies peu efficaces et les stratégies efficaces mais bonnes pour une santé sexuelle. Donc, comme stratégie très efficace, nous avons le traitement antirétroviraux en premier. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen de prévention où la possibilité de transmission est de 0% par voie sexuelle. Seul. Parce que les autres, on va parler de 99%, 98%. Et plus tu l'utilises mal ou tu prends mal, l'efficacité réduite. Mais avec les antirétroviraux, les gens disent souvent, pourquoi vous mettez le médicament antirétroviraux comme moyen de prévention de VIH? Parce que quand quelqu'un prend ses médicaments et il est indétectable, il ne transmet plus le virus par voie sexuelle et la possibilité de transmission est de 0%. Nous avons la PrEP. Voilà les stratégies de prévention du VIH très efficaces. À côté des stratégies de prévention très efficaces, nous avons les stratégies peu efficaces. Entente, sécurité avec les partenaires, c'est-à-dire vous entendez de vous prendre moins de risques et tout. Vous réduisez son nombre de partenaires, pratiquer faire des pratiques à faible risque, c'est-à-dire vous privilégiez peut-être les pratiques telles que la fellation, les choses qui n'incitent pas beaucoup de risques, éviter les rapports anals par exemple, éviter aussi d'avoir les relations sexuelles, l'abstinence comme vous l'avez dit, ça c'est une stratégie peu efficace parce que dans un monde réaliste, c'est un peu compliqué à pratiquer l'abstinence. Sur la base du pénis avant de le retirer. Si jamais vous voulez faire une nouvelle pénétration, changez de condom, ne faites pas une nouvelle pénétration avec le même préservatif. C'est vrai qu'au Canada c'est cher, mais nous distribuons gratuitement au sein de notre organisme. Et qui dit condom dit aussi lubrifiant. Il faut vraiment mettre le lubrifiant parce que le lubrifiant non seulement rend le sexe plus agréable, mais ça diminue aussi les frictions. Les frictions là qui causent les portes d'entrée pour pouvoir faciliter la transmission du VIH. Donc on va privilégier comme ça le lubrifiant à base d'eau et la base de silicone. Ne pas utiliser comme lubrifiant l'huile de bébé, la vaseline, les salives. La salive n'est pas un lubrifiant, s'il vous plaît. Donc, on a les lubrifiants que nous distribuons aussi gratuitement. Le lubrifiant s'applique aux jouets sexuels sur le vagin, sur le pénis, sur le vagin et dans l'anus. Voilà là où on peut utiliser le lubrifiant. Alors, on va parler du dévoilement. Au Canada, quand est-ce qu'il est obligé de faire ce dévoilement du VIH? Quand est-ce que c'est obligé de dévoiler son statut sérologique au Canada? Premièrement, lors de l'immigration avec Immigration Canada. Deuxièmement, lors des assurances privées individuelles, parce que lors des assurances privées collectives, vous n'êtes pas dans l'obligation de dévoiler votre statut sérologique. Mais assurance privée individuelle, c'est obligatoire. Et dernièrement, lors des relations sexuelles avec possibilité réaliste de transmission, la loi canadienne dit si tu as des relations sexuelles avec possibilité réaliste de transmission, tu es dans l'obligation de dévoiler ton statut sérologique, c'est-à-dire le pouvoir de l'indétectabilité qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez un suivi médical chaque 4 à 6 mois parce qu'au Canada, toutes les personnes vivant avec le VIH ont l'obligation d'être suivies par un infectiologue chaque 4 à 6 mois. Alors, le troisième critère, c'est que lorsque le traitement antirétroviraux est pris tel que prescrit par le médecin. Donc, quand vous entrez dans ces 3 critères, si vous n'avez pas l'obligation de dévoiler votre statut sérologique, même quand vous avez des rapports non protégés avec quelqu'un. Donc, c'est ça pour la possibilité réaliste de transmission. Donc, quand on est I égale I au Canada, on n'a pas l'obligation de se dévoiler parce que la possibilité de transmission par voie sexuelle est de 0%. Mais en dehors de ça, c'est une infraction criminelle. Si quelqu'un n'est pas I égale I, il a l'obligation de dévoiler. Sinon, ça serait une infraction criminelle. Mais ça, c'est dans le cas de rapports non protégés. Ça veut dire que s'ils sont protégés, est-ce que l'obligation existe aussi? Oui, quand tu n'es pas I égale I. Quand tu n'es pas dans les critères de possibilité réaliste de transmettre, l'exception que j'ai citée, même si tu
même si tu mets le préservatif, tu as l'obligation de dire, sinon c'est une infraction criminelle si la personne te porte plainte. La stigmatisation, parce que la stigmatisation c'est toujours quelque chose qu'on vit beaucoup, surtout au sein de nos communautés concernant les personnes vivant avec le VIH ou nos proches vivant avec le VIH. Donc la stigmatisation se manifeste généralement par la violation de la confidentialité à travers les commérages, divulgation du statut sans consentement, les violences verbales et physiques envers les personnes, agressions physiques et psychologiques, injures, l'isolement de la personne par sa famille ou par sa communauté, médisance, rumeurs affectant l'intégrité sociale de la personne, la discrimination professionnelle, c'est-à-dire refus d'embauche, perte d'emploi, manque de respect parce que quand vous avez annoncé votre statut sérologique à un collègue ou à votre patron, vous êtes saqué de votre boulot. Alors ça implique des grosses conséquences sur la personne. 1. La fidélité à l'adhésion du médicament antirétroviraux. C'est-à-dire quand cette personne est rejetée et stigmatisée par ses proches et par la société, la personne a le goût de mourir et la personne ne veut pas adhérer à son traitement. Et ce n'est pas ce qu'on veut ici. Parce que personne ne choisit avoir le VIH, c'est une condition de santé comme les autres. Alors, en deuxième plan, nous avons une chute aussi sur le recours au dépistage. Les personnes ont peur de se dépister à cause de la sérophobie, la peur du VIH. Parce que quand ils voient comment on traite les autres personnes séropositives autour de lui, on l'isole. Parfois, il est avec ses parents, il dit que d'autres personnes font les témoignages. Mes parents n'arrivent plus à manger dans les mêmes assiettes que moi, mes frères ne veulent plus manger dans les mêmes assiettes que moi, tout ça. C'est-à-dire, ça effraie tout le monde et personne ne veut faire les tests de dépistage parce que c'est dit, si j'ai un diagnostic positif, demain, on va aussi me rejeter comme ça. Donc les gens ont peur de se dépister. Et ce qui n'est pas bien du tout. Et on encourage pas ça. Bref, je suis tellement pressée. Alors nous faisons aussi, ça crée aussi une chute sur la santé mentale. Parce que c'est clair que quand vous êtes rejeté par vos proches et tout ça, votre mental est à zéro. Et c'est pas ce qu'on veut. On ne va pas rejeter les personnes pour leurs conditions de santé. Et ensuite, on va essayer de se faire dépister chaque un an, pour ceux qui sont sexuellement actifs, chaque 6 mois par exemple, pour savoir son statut sérologique. Parce que le seul moyen de savoir si on a le VIH ou pas, c'est de savoir, de se dépister. On va essayer d'aller auprès des professionnels de la santé ou des organismes communautaires comme le MIES Québec pour avoir des ressources, pour avoir la bonne information et le matériel de protection gratuitement, condom lubrifiant, matériel de consommation stérile. Vraiment, nous distribuons ça gratuitement pour limiter au plus la transmission au VIH. Et ensuite, on va éviter les curiosités, jugements, stéréotypes, discrimination ou violence de toute forme avec les personnes vivant avec le VIH. Parce que comme je vous ai assez bien dit, on ne choisit pas d'avoir le VIH. Ça peut arriver à tout le monde. S'il vous plaît de bien vouloir remplir le côté verso maintenant, vos impressions maintenant après l'atelier. Parce qu'au départ, je vous ai demandé de remplir le recto et maintenant le verso pour remplir vos impressions après l'atelier, votre niveau concernant le VIH après l'atelier. Merci beaucoup. Ce que je voulais juste arrêter rapidement en quelques mots, 2 ou 3 points avant de remettre la parole. Le premier point, c'est ce qu'elle a dit concernant les assurances. Vous savez, tout ce qui concerne l'assurance, finance et tout le reste, c'est mon domaine. Faites très attention quand vous remplissez les documents d'assurance individuelle. Elle a dit quelque chose là, mais je comprends, ce n'est pas son domaine. Les assureurs sont hyper regardants là-dessus. Je dis hyper. Si vous mentez, et après l'assurance découvre que vous avez menti, vous êtes mort. Je reprends. Vous mentez, l'assurance découvre que vous avez menti, vous êtes mort. Ça veut dire quoi? On vous pousse. Quand vous cochez les assurances individuelles, ne le faites jamais seul. Demandez conseil. Vous cochez quelque chose, 10 ans plus tard, ça va vous rattraper. On a des cas qu'on a vécu comme ça. Je ne suis pas spécialiste en assurance, mais j'ai des dossiers que j'ai souvent sur la main. Quelqu'un va coucher, j'ai jamais eu la tuberculose, j'ai jamais eu le syphilis, j'ai jamais eu le VIH. Ok, le dossier est passé. 2 ans après, l'assurance vous envoie confirmer votre statut. S'ils voient, ils découvrent. Ils ne vont pas vous dire, hein, ils vont appeler 3 médecins. Les 3 vont confirmer. Et si les examens confirment que vous l'avez pris avant de souscrire, ils ne vous remettent rien. Présenté tantôt,
Le deuxième point sur lequel je voulais rapidement terminer avec, ça n'a plus rien à voir avec Miette Québec, c'est que j'intervenais maintenant avec ma casquette en tant que l'Assemblée a recommencé aujourd'hui. Je dois toujours insister là-dessus. C'est la dernière année du bureau en place. Nous lançons la nouvelle année aujourd'hui. Il est super important. Dans quelques mois, les candidatures vont être ouvertes.